Merci d'être là, Samira El Gadir. Avec vous, on va évoquer ces fake news et ce conflit au Proche-Orient, parce que c'est vrai qu'il donne lieu à toute une campagne de désinformation actuellement, tant par le nombre de ces fake news diffusées que par le fait qu'elles viennent des quatre coins du monde, et à commencer par les experts en la matière, les Russes. Voilà. Si je vous dis doppelganger? Oui, c'était ceux qui ça, avaient investi les sites français, hein, c'est ça, les sites français avec des fake news. Exactement, on en a parlé il y a quelques mois, on en a parlé même plusieurs fois dans ce 12-15. En juin notamment, on avait retrouvé une cinquantaine de faux sites français, mais plein de faux comptes finalement et des faux articles sur la guerre en Ukraine. Eh bien, depuis le 25 octobre, on sait que les Russes se servent aussi du conflit en Israël. Comment ? Toujours avec la même méthode, avec, vous le voyez, des clones de nos journaux. Et pour être crédibles, ils reprennent tout, le logo, la charte graphique, les rubriques, mais tout ce qui est écrit est faux et les titres sont racoleurs. Vous le voyez, le sang des Palestiniens sur les mains de Macron, la France sur le fil du rasoir. On les retrouve aussi sur Twitter avec des faux comptes. Là, ils utilisent notamment cette histoire des étoiles de David taguées pour dire que tous les Français sont antisémites. Certains font même le lien avec la période de l'occupation et la collaboration avec l'Allemagne nazie. Bref, vous le voyez, ça va très loin. Alors, il y a plusieurs objectifs derrière cette campagne doppelganger. D'abord, discréditer les Occidentaux, ça c'est un peu un poncif, c'est un marronnier, un marronnier dans la propagande du Kremlin, et puis faire croire aussi aux Ukrainiens que les aides internationales désormais elles vont aller plutôt vers Israël que vers l'Ukraine. Voilà, donc le but finalement c'est de décourager les Ukrainiens, mais c'est pas leur seul but. Là-dessus j'ai interrogé Alexandre Alaphilippe, c'est le patron de l'ONG allemande qui a découvert cette campagne doppelganger, qui lui a donné son nom d'ailleurs. On l'écoute et on en parle après. Ça leur donne l'opportunité de ce qu'on appelle polariser, c'est-à-dire d'éloigner et de faire en sorte que les gens se détestent entre eux à l'intérieur d'un pays. Et donc, ils utilisent ça et, comme dit l'expression, ils soufflent sur les braises. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat, mais c'est un acteur qui aime souffler sur les braises pour démarrer le plus d'incendies possible, parce que plus vous avez d'incendies dans votre maison, moins vous êtes occupé à éteindre l'incendie de la forêt. Et Samira, on peut dire que le conflit entre Israël et le Hamas a tout simplement été une opportunité pour les Russes. Ouais, et plus efficace là cette fois-ci. Donc l'Ukraine l'était déjà, mais là, ils sont encore plus efficaces que les textes cette fois-ci sont générés par ce qu'on appelle des bots. Des bots, c'est des robots. Ça, on le sait grâce à un groupe de bénévoles qui traquent la désinformation du Kremlin. Ils sont un peu devenus les spécialistes de cette campagne doppelganger. Alors j'ai beaucoup échangé avec eux ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ils se font appeler anti-bots for Navalny. Ils m'ont partagé une masse d'informations qu'ils ont, qui est très précieuse. D'abord, selon eux, les bots permettent de diffuser les fausses informations plus rapidement, et comme les textes sont écrits par des machines, on peut en plus en faire des variantes, les décliner, ce qui les rend plus difficile à détecter. En tout, ils ont repéré 27 000 tweets générés par au moins 8 834 bots. Potentiellement, ça peut atteindre, selon leurs calculs, 90 000 utilisateurs par 24 heures. Et ça, on peut le multiplier selon eux par 10 ou par 1000, parce que de toute façon, ce sont des machines derrière. Et en plus, ça coûte pas très cher, parce que tout est automatisé. Concernant le lien avec la Russie, on en avait parlé au moment de l'Ukraine. Il a été établi il y a 1 an déjà. On a découvert notamment le rôle de certaines ambassades de Russie, notamment celle qui est basée en France, et surtout de 2 entreprises moscovites très influentes. Les 2, elles appartiennent à Ilya Gambachidze. C'est un stratège politique moscovite qui est très connu. Il a occupé plusieurs postes, comme celui du conseiller du vice-président de la Douma, parce que derrière, en fait, finalement, il faut un système comme celui-là, il faut de l'influence, c'est sûr, mais il faut aussi de l'argent. À ce sujet, Alexandre Alaphilippe nous donne d'autres précisions. Je vous propose de l'écouter encore une fois. Il y a des efforts humains, il y a des coûts d'infrastructure, il y a des coûts d'achat de noms de domaine, d'infrastructures numériques, potentiellement des rémunérations de gens qui écrivent les contenus aussi. Donc c'est une opération qui se déploie dans le temps. Et quand on voit les chiffres d'affaires des entreprises russes qui sont responsables et qui ont été désignées responsables et sanctionnées au niveau européen, on a vu déjà que sur 2022, on était sur des entreprises qui avaient fait chacune plus de 700 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, il n'y a pas que les Russes qui se servent de ce conflit, Samira. Il y a des fake news qui viennent du monde entier. Et on va voir que chaque pays a sa méthode et ses motivations. Ouais, ça, on l'a vu dès le lendemain, finalement, dans les heures qui ont suivi le conflit. Ces fake news qui viennent du monde entier. Alors, pour ça, je vous ai préparé une carte évolutive et vous allez voir que, globalement, on fait le tour du monde. La désinformation sur ce conflit, elle vient de partout, à commencer par là où ça se passe, évidemment. Le ministère des Affaires étrangères israélien a payé plus de 4 millions de dollars pour inonder les plateformes de jeux en ligne.
ligne. Donc ça, on nous l'avait signalé notamment avec des joueurs de Scrabble en France qui nous ont dit tiens, c'est bizarre, on reçoit des spots publicitaires en faveur d'Israël. Donc c'est le ministère des Affaires étrangères israélien qui a financé cette campagne de spots publicitaires. On va aller un petit peu plus loin pour voir maintenant les fake news pro-Hamas. Donc de l'autre côté, dans l'autre camp, on peut aller du côté de l'Iran. Les autorités iraniennes ont pu afficher leur soutien au Hamas grâce aux médias d'État. Le journal Mer News, notamment, fait partie des premiers qui ont relayé cette fausse rumeur selon laquelle le général israélien Nimrod Aloni aurait été capturé. C'est faux, on a vérifié. Voilà. Alors, on peut aussi se faire une petite étape en Inde. Tiens, allons-y. Là-bas, c'est le parti du Premier ministre Narendra Modi qui alimente la rumeur selon laquelle les Palestiniens sont des menteurs. On l'a vu, il y a beaucoup d'extraits de films qui ont été utilisés, notamment dans ce conflit. Donc tous les Palestiniens, selon ces fake news indiennes, sont accusés d'être des comédiens pour simuler et pour gagner finalement la bataille de l'image. Son parti, quand même, à Narendra Modi, il est souvent accusé de stigmatiser les musulmans. Donc là, c'est quand même intéressant parce que ce conflit finalement qui est ailleurs, en Israël, sert la politique intérieure d'un autre pays. Donc à chaque fois des méthodes différentes et à chaque fois des enjeux différents. Comme au Royaume-Uni aussi, globalement, l'extrême droite européenne, vous venez de le voir, toujours prompte à faire l'amalgame entre musulmans et terroristes. C'était eux qui avaient diffusé en premier la fameuse vidéo des enfants en cage. On en avait parlé ici, on l'avait vérifié. Face à eux, il y a la sphère complotiste, en France notamment, mais dans le monde entier. Leur théorie la plus folle, c'est que Israël aurait tout manigancé depuis le début pour justifier les attaques de Gaza, la fameuse attaque false flag, sous faux drapeau. Alors ça, sous fausse bannière plutôt. Donc ça, voilà, c'est un truc qu'on avait déjà vu pour l'Ukraine. Ça revient pour la guerre en Israël. Et on peut terminer notre tour du monde de la désinformation aux États-Unis. Là, c'est intéressant aussi. C'est les pro-Trump qui se servent du conflit en Israël pour attaquer Biden. Donc là, on est encore une fois sur des enjeux intérieurs. Le but, c'est de discréditer la politique de Biden. Ils ont falsifié des documents officiels qu'on a retrouvés de la Maison-Blanche, un mémorandum où ils lui font dire en fait à ce document que Biden est prêt à promettre 8 milliards de dollars pour Israël. Forcément, ça a créé un tollé chez certains Américains. C'est totalement faux. Bref, vous voyez que ce conflit, finalement, il peut servir la propagande dans le monde entier. Chacun ses méthodes et chacun ses intérêts.